la qualité du travail que ça produit, connaissaient la solution. Bon, alors vous savez bien, quand on invite quelqu'un dans une émission, on essaie de se renseigner quand même sur les gens qu'on invite, on essaie d'éviter les plaisantins. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est de découvrir qu'au fond, cette enquête, vous l'avez fait parallèlement à celle que 3 journalistes viennent de publier, cette fois-ci chez Robert Laffont, qui s'appelle La conspiration des étoiles, Martine Castello, Philippe Chambon et Isabelle Blanc. Les 2 derniers sont dans le public. Ils ont délégué Martine Castello pour parler de ce livre. Et vous confirmez entièrement ce que Jean-Pierre Petit annonce, ou en tout cas... Presque, mais pas tout à fait quand même. Je devrais dire d'abord qu'il n'y a aucune preuve des théories de Jean-Pierre Petit. Ce sont des théories très bien ficelées qui ont été exposées dans des revues scientifiques. Mais tant qu'on n'aura pas vérifié par l'expérimentation ces théories, il n'y a aucune preuve de leur véracité. Ça colle avec l'observation, attention. Hein. D'accord, il n'y a pas eu de véritable observation dans tous les domaines. Non, mais ça colle avec l'observation. Mais ce sont des théories qui tiennent bien la route. Donc c'est un premier point. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les Espagnols, ils n'ont pas que ce petit enregistrement. Ils ont des conversations qui durent 7 heures au téléphone avec les Oumites. Ils n'en ont jamais fait d'autres enregistrements. Donc je ne comprends pas. Chaque fois qu'on leur a posé la question, ils nous disent « Mais c'est pas possible, on ne peut pas, si on enregistre, ils vont couper, ils ne vont plus jamais nous appeler. » C'est ce système de croyance. C'est très difficile de faire une enquête sur le terrain parce que ce sont des gens qui croient à l'affaire et qui vivent autour de cette affaire depuis des années. Ça fait 30 ans quand même que ça dure. Hein. Donc c'est très difficile de trouver des preuves. En dehors, les seules preuves, si vous voulez, je ne sais pas si ce sont, mais ce seraient les travaux scientifiques de Jean-Pierre. Il a raison de se mettre dans ce domaine et uniquement dans ce domaine. Parce que pour le reste, c'est vraiment touffu. C'est passionnant comme histoire. Nous, on s'est vraiment amusé à faire cette enquête. C'est vrai que ça nous a entraînés dans un autre monde. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres réalités. Mais je ne sais plus aujourd'hui si cette affaire, elle tient la route ou pas. Parce qu'à chaque fois qu'on tient quelque chose, ça nous file entre les doigts. Alors, il y a en effet, vous parliez des Espagnols, il y a Antonio Ribera qui a écrit ce livre, Les extraterrestres sont parmi nous. Sont-ils parmi nous, avec le point d'interrogation. Vous-même, vous êtes allé avec vos confrères enquêter en Espagne. En URSS aussi. En URSS également. Et pour juste un petit mot sur l'Espagne, parce qu'il y a dans votre livre un passage assez passionnant sur l'histoire d'une main coupée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette main, l'histoire de cette main? Oh, c'est compliqué, c'est horrible. Mais vous pouvez y aller, parce que ça date d'il y a longtemps maintenant, donc il y a prescription, hein, ça date de 54 à peu près. Alors, je vais essayer de vous la résumer. Hein. C'était une comtesse qui habitait Albacete, c'est une ville dans le sud de l'Espagne, et elle était un peu farfelue, un peu fantaisiste. Et puis, un jour, elle a reçu des hôtes payants qui lui ont demandé de lui louer une partie de son appartement. Et elle leur a loué une partie de cet appartement, c'était des gens très bien, donc je vous fais la description, grand, blond, les yeux bleus, c'est la description des Oumites, hein. C'est comme ça qu'ils se présentent. Hein. Et elle leur a loué sa maison, et puis au bout d'un certain temps, sa fille, la fille de la comtesse, est tombée malade. Et puis on l'a enterrée d'une maladie étrange, c'est une sorte d'anémie qu'elle a eu. Et puis on s'est aperçu que dans sa tombe, elle avait eu la langue et la main coupées. Donc on a accusé la comtesse de sorcellerie, parce qu'elle était tellement fantaisiste, on s'est dit, elle s'est peut-être livrée à des sorcelleries. Donc il y a eu un procès retentissant en Espagne. Et... Puis on a cherché la main aussi. Voilà, on a cherché la main, on l'a retrouvée dans un bocal, dans l'appartement. Et puis la comtesse a fini par s'en sortir, et puis toute cette affaire a été étouffée. Et quelques années plus tard, des Espagnols qui ont reçu des lettres, et c'était une lettre d'excuse des Oumites qui s'expliquait comme telle. Alors je vous dis ce qu'il disait. Voilà, nous avions loué un appartement à Albacete pour faire nos expériences scientifiques de biologie dans la cave, et puis il y a un virus qui s'est échappé et elle a contaminé la fille de la comtesse, donc on a été obligé de lui couper la main et la langue. Oui, on a été obligé de récupérer ces pièces parce qu'il pouvait avoir des problèmes et puis on pouvait Donc il y a eu une lettre d'excuse. Voilà, on est vrai, parce qu'ils sont très polis les Oumites dans leurs lettres. Hein. Et vous ont écrit déjà, vous, ou pas? Non, elle a peur. Bon, si jamais ils nous écoutent, ils peuvent écrire. Martine Castello peut vous écrire au journal. Hein.
C'est le Figaro, madame. Vous avez travaillé dans des journaux très sérieux, Libération et autres. Jean-Pierre aussi serait content d'avoir une lettre, mais jusqu'à présent, ce sont toujours les Espagnols qui se sont dévoilés. Il paraît qu'ils ont écrit dans le monde entier, parce que quand on voit les cachets de la Poste, ça provient d'Australie, de partout, ils disent qu'ils ont des interlocuteurs dans le monde entier, mais pour l'instant, nous, on a trouvé que les Espagnols. Et est-ce que vous serez capable de les reconnaître comme ça? Est-ce que dans la rue, par exemple... Je surveille quand même, depuis... Quand j'ai dans En plus, je crois que c'est sérieux, parce que vous avez été une fois abordé lors d'un festival qui est assez connu. Voilà, ça a commencé comme ça, mon histoire, parce que moi, j'étais plutôt... Enfin, je résume, j'étais journaliste scientifique... vous voyez, bon, assez rationnel. Et puis, j'étais à un colloque à Puy-Saint-Vincent. Et il y a un journaliste qui me poursuivait partout, comme ça. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis, à la fin, au retour du colloque, il s'est assis en face de moi. Et il m'a dit, est-ce que tu connais l'affaire Oumit? Alors, je lui ai dit, mais non, pas du tout. Alors, il a commencé à me raconter cette affaire qui est assez étonnante. Des extraterrestres qui écrivent des lettres d'appel à machine, qu'ils envoient partout. Je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi, encore une folie. Et puis, dans le compartiment, il y avait un scientifique qui était en face et qui a dit, mais non, c'est une affaire très intéressante, c'est un scientifique d'un haut niveau. Vraiment, vous devriez examiner ces lettres. Alors bon, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Puis quelques jours après, j'ai été voir d'autres chercheurs dans le cadre de mon travail de journaliste scientifique, donc Stéphane Hawking et d'autres chercheurs, des astrophysiciens. Et puis en m'amusant à la fin des interviews, comme j'étais dans cette histoire, je demandais, mais est-ce que vous connaissez l'affaire Oumo? Puis alors, il me dit, chut, n'en parlez pas, je vais vous expliquer ça. Donc, à chaque fois, je tombais sur des chercheurs qui étaient au courant de cette affaire. Je me suis dit, il doit y avoir vraiment quelque chose, c'est peut-être pas une bêtise. C'est comme ça que j'ai remonté toute l'histoire et que je suis retombée sur Jean-Pierre Petit, enfin. Est-ce que je peux dire un petit mot? Allez-y. Je veux dire que cette affaire-là, elle n'a pas qu'un côté folklorique, amusant. À partir des années 60... Il y a quand même un côté amusant, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. Je veux dire que si on me demandait ce que j'en retire, moi, sur le plan personnel, c'est un coup d'œil sur ce qui se passe sur Terre actuellement. Et en 75, il y avait des informations assez précises sur les armes à énergie dirigée. Moi, ça m'a amené à faire un voyage à Sandia, à Livermore, aux États-Unis, et j'en suis revenu avec une vision tout à fait globale de ce qu'allait devenir la guerre des étoiles des années plus tard. Puis ça continue en 79, en 83, en 85. Il y a des informations. Nos développements scientifiques. Oui, mais sont bien placés. En tout non, cas, pas nos développements scientifiques, nos développements scientifiques militaires. Oui. Et ce qui est raconté là-dedans est très inquiétant. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 39, un bombardier emmenait une bombe d'une tonne qui pouvait détruire un bâtiment. 6 ans plus tard, on avait 12 000 tonnes avec Hiroshima. En 65, 20 ans plus tard, on avait 100 mégatonnes. Je crois que personne n'imagine ce que c'est qu'une bombe de 100 mégatonnes. C'est 10 000 fois Hiroshima. Et ce que ces textes nous racontent, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et la question, si vous voulez, qui s'extrait de ces documents, qui dépasse largement le problème cosmologique ou des choses de la main coupée, etc., c'est est-ce qu'on dispose actuellement d'armements antimatière? C'est-à-dire qu'actuellement, on a un plan de désarmement. Est-ce que c'est un vrai plan de désarmement ou est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que derrière, il n'y a pas des armes infiniment plus puissantes? Alors, puisque vous parlez de l'heure, nous-mêmes, on est en droit de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un leurre, comme par exemple une grande partie de la communauté scientifique, lorsqu'elle a découvert, par exemple, vous savez, ces fameux cercles mystérieux en Grande-Bretagne? C'est facile à faire, ça. C'est facile à faire. Ah oui, mais on le dit maintenant. C'est un vocabulaire, ça dure depuis 30 ans quand même. Oui, ça dure longtemps. Hein. Ces deux petits pépés là qu'on voit là, les deux agriculteurs anglais. Voilà, ils nous montrent comment ils faisaient des cercles. Mais moi, je me souviens quand même qu'il y avait des scientifiques très sérieux qui nous expliquaient, vu d'en haut. Moi, je ne m'étais pas intéressé à ça. Non, ça c'est vrai. Vous n'étiez pas de ceux-là, mais beaucoup de gens étaient persuadés que c'était des coups. Je veux dire que dans cette logique-là, il faudra trouver les pépés cosmologistes qui se sont amusés pendant 28 ans à donner des informations scientifiques. Hein. Bon, alors, c'est ça la question. Se dévoiler là aussi. Absolument, si jamais il y a des charlatans qui ont essayé ça, bon, ils peuvent nous écrire. Daniel Costel, vous êtes interpellé, comme on dit, par ce type de révélation, non? Oui,